Les amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pépinière. Aujourd'hui, nous nous mettons autour de la table pour parler d'un sujet qui m'est très très cher, le départ de Didier Deschamps. Pour en parler avec moi, deux personnes, Franck Maïngou. Franck, comment vas-tu ? Écoute Nabil, ça va tranquillement. Hein. On a eu sa tête, hein ? Il est parti, c'est bon. Ouais, t'as eu sa tête. C'est toi qui es content. Non, mais en vrai, après 14 ans de bons et loyaux services, je pense qu'il était temps qu'il parte. Je pense même qu'il aurait dû partir il y a 4 ans, honnêtement. Ouais, premier avis tranché avec nous, Alex Maïngou. Alex, comment vas-tu ? Bon, ça va super, hein. Tranquille. Prêt à parler de Didier Deschamps ? Ouais, je suis prêt. Surtout que j'ai eu la révélation lors de la dernière Coupe du Monde. C'est Alex qui a fait la demande. Hein. Ouais, parce que je me rends compte que j'ai tout compris. Et Deschamps, c'est un peu comme Booba. Elle était juste dans le turfu. Et puis, fallait juste le comprendre. Mais... C'était après le match du Maroc. Ouais. Rendez-vous, Cap. Ouais, en face. J'arrive un peu défait avec ma trottinette. J'étais un peu fragile. Le Cap, c'est un peu la préparation de l'émission. on m'a accueilli, on m'a un peu rayonné. Alex me dit, j'ai tout compris sur Deschamps. Nabil programme une émission. On fait ça. Et écoutez, c'est l'heure, on va parler de Deschamps, donc son bilan, la fin du règne, quelle trace il a laissé, et puis on va parler aussi de l'heure de Zidane. Hein. Zidane, on sait ce qu'on en pense, mais on va voir ce qu'on en pense d'un point de vue sélectionneur. Mais avant tout, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas, cliquez sur l'ensemble des réseaux, cliquez Instagram, cliquez les amis, cliquez. Bon. Deschamps, comme tu l'as dit, Francky, il est arrivé en 2012 jusqu'à 2026, 14 ans. 14 ans, c'est assez long, enfin totalement long. Champion du monde, finaliste une Coupe du Monde, vainqueur de la Ligue des Nations, finaliste de l'Euro, des demi-finales. Aujourd'hui, les gars, qu'est-ce qu'on en pense ? Quel bilan on peut faire de Deschamps ? Est-ce qu'on voit avant tout le résultat ? Est-ce qu'on voit avant tout les performances ? Est-ce qu'on voit avant tout le style de jeu ? Je pense qu'en 14 ans, on peut pas le faire sur un bloc. Il y a eu des périodes. Je pense que la première période de Deschamps, c'est une période de reconstruction où sa première compétition en Allemagne, au Brésil, quand il perd contre l'Allemagne, on a une équipe, faut voir, l'équipe elle est super drôle. Ouais, quand tu regardes les noms, franchement, des fois t'as peur, hein. Des cabailles en l'air, les cabailles, des Debuchy sur les murs, Griezmann qui est très jeune encore. Ta défense, c'est quoi? C'est Koscielny? Non, c'est Mexès Rami? Non, il y a Varane, mais t'as encore Sakho, Varane est encore très jeune. T'as Koscielny, t'as Cabaye au milieu, t'as Valbuena. Enfin, c'est pas des joueurs avec lesquels tu gagnes une Coupe du Monde, en vrai, tu vois. Et heureusement que Pogba et Griezmann arrivent. Ouais, parce qu'ils sont très jeunes encore. Ils sont très très jeunes, et c'est eux qui prennent le lead directement, parce que ça fait peur. Hein. Moi, j'ai le 11, France-Allemagne, j'ai Hugo Lloris au goal, Debuchy, Varane, Mamadou Sakho, Evra, Pogba, Yohan Cabaye, Blaise Matuidi, Mathieu Valbuena, Antoine Griezmann, Karim Benzema. Dit comme ça, ça va. Tu vois, ça va. Mais on est sur un Griezmann qui joue, je crois, ne joue pas encore à l'Atlético. Non, Real Sociedad. Ouais, voilà. T'as un Pogba qui est pas encore à maturité. Qui vient tout juste d'arriver. Voilà. T'as Evra qui est déjà bouilli en 2014. Ouais, c'est pas le Evra de 2010. J'ai quasiment connu que bouilli, Evra, pour tout à fait honnête. Voilà. Et donc, t'as Debuchy. Debuchy, c'est Debuchy. Cabaye. Merci Cabaye, ça reste Cabaye, Valbuena. Et paradoxalement, on a un bon Benzema à cette Coupe du Monde là. On a un Benzema, je crois qu'il la meilleure compète de Benzema, l'une des seules. Sur les trois, sur une équipe de France internationale catastrophique et qui en 2014, sans être exceptionnel, fait plutôt bonne figure avec un bon premier tour, un match en 8e contre le Nigeria qui a été compliqué mais gagné, puis tu perds contre le futur champion du monde où là t'as pas grand chose à leur reprocher, quoi. Il y a aucun monde où tu gagnes ce match dans tous les cas. Il y avait genre la frappe de Benzema à la fin, on pensait que c'était la barre, c'était la main de Neuer. On n'oubliera jamais. Hein. C'est le bras bionique de Neuer. Et donc voilà, moi la reconstruction jusqu'à 2016. Oui, 2016, on est en reconstruction aussi. Je pense aussi, ouais. Parce que tu regardes pareil, tu regardes l'équipe, les joueurs qu'on a, tes meilleurs joueurs, enfin, c'est Payet. Je suis supporter de l'OM, mais tu gagnes pas une compétition si Payet c'est ton meilleur joueur avec Sissoko à droite. Ouais, Griezmann quand même. Et t'as Griezmann, certes, puis t'as Giroud devant. Giroud, très bonne carrière. Il y a
il y a pas de débat, il y a pas là-dessus, mais pareil, tu gagnes pas une compétition avec Giroud devant. Si, tu as gagné en 2018. Ouais, mais parce que t'as Mbappé devant, c'est pas pareil. Oui. Là, ton attaque en 2016, c'est Payet, Sissoko, Giroud et Griezmann. C'est plus compliqué. C'est vrai que dit comme ça. C'est plus compliqué. Et je crois que même si on va parler en 2016 au milieu, je sais pas si c'est donc il y a Pogba, mais c'est qui avec Pogba? Matuidi, Pogba, Sissoko. Hein. Ouais, ça fait Yoris, Evra, Koscielny, Umtiti, Bakary Sagna, Matuidi, Pogba, Sissoko, et puis ensuite tu l'as dit, Payet, Griezmann. Là je pense que on a oublié de dire un truc. Tout commence. Ce match de l'Ukraine, c'est là où vraiment commence vraiment l'aventure. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On a oublié de le dire, l'aventure Deschamps commence vraiment ce jour-là. Et en fait, jusqu'en 2016 où tu perds la finale, t'es sur une période de reconstruction et derrière, là, t'es sur un truc où je me dis que l'équipe arrive à maturité, même si en 2018, avant la compète, on fait pas forcément partie des grands favoris, on fait partie des outsiders, je pense, on est dans les 5-6 équipes qui peuvent éventuellement gagner. Mais on fait pas partie des grands favoris. Je me rappelle que le Brésil était très attendu, l'Allemagne en champion en titre était aussi très attendu. Après, ce qui s'est bien passé pour nous aussi en 2018, c'est le downfall de toutes les grandes nations. Il y a eu beaucoup d'équipes qui se sont fait sortir bêtement. Ouais, t'as l'Espagne qui est pas bon, t'as l'Allemagne qui passe à côté. Bah, le Brésil aussi. Par la Belgique. Ouais, c'est Belgique. Dis-toi, c'était la compétition de la Belgique. Donc, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être revenir sur cette Coupe du Monde où il y a beaucoup d'équipes qui ont déçu. Même l'Argentine n'était pas là. L'Angleterre du tout au final contre la Croatie. Non, c'est vrai que le niveau était assez bas sur cette compétition. Voilà. Et pareil par rapport, parce que on nous parle souvent du style de jeu. Là, pour moi, Deschamps, certes, on n'était pas très content de notre style de jeu, mais là où Deschamps avait compris, c'est que lui, c'est l'un des premiers en sélection qui arrivait avec un jeu de transition, directement. Mais surtout quand tu compares le style de jeu à la fin de Deschamps au début de Deschamps, on n'aimait pas trop, mais bon, avec le recul, on se dit que c'était pas si mal. C'était ce qu'il fallait faire. Comment il a fini, Et au final, pour moi, son jeu de transition, bloc bas, transition avec Matuidi milieu gauche et Mbappé prend le couloir et vas-y, pour moi, c'était... Et Griezmann à la baguette. Et Griezmann à la baguette. Défenseurs centraux en défense. Ouais, c'est ça. Griezmann baguette, Pogba, Griezmann. Il a un peu copier le schéma de 98. Puis c'était un style de jeu très très italien en soi. Exactement. Il a été très influencé par son passage à la Juve. Ça s'est ressenti même pas. Il a entraîné la Juve d'ailleurs en Série B. Ensuite il a entraîné Monaco avec un style très italien. La France pareil. Et même Zidane d'ailleurs a entraîné le Real avec un style très italien. On en parlera un peu plus tard. Mais c'est un peu ça. Hein. C'est un peu on blinde et puis en transition. On capitalise sur nos forces offensives. Et exactement. Je pense que tu gagnes cette Coupe du Monde. Je pense que c'est assez mérité dans l'ensemble. Et t'arrives sur un espèce d'apogée où normalement, l'Euro qui est fait en 2021, je sais pas si vous vous en rappelez, mais avant la compète, on était un peu comme 2026 où on se dit, ça va être dur de nous arrêter. En même temps, oui. Je pense que si tu prends l'équipe, on était quasiment invincible. On était effrayants. Et je pense même qu'individuellement, je sais pas si on est meilleur ça se tape avec 2026. Honnêtement, oui. Et surtout que Deschamps, il a eu, pour moi, l'intelligence de vouloir mettre tout le monde sur le terrain. Il a dit, avec Benzema, ça s'est arrangé, je le mets sur le terrain. Il y avait pas un monde où ça fonctionnait pas, et ça fonctionnait. Regarde, avec la Ligue des Nations, les super matchs qu'on faisait, on prenait du plaisir à regarder l'équipe de France. Et au final, c'était ce qu'il fallait faire avec cette équipe-là. Au moment où il avait cette équipe-là, c'est ce qu'il fallait faire. Il y a eu pour moi l'incident contre la Suisse. Après, apparemment, j'ai vu une interview de Romain Molina qui disait que ça se passait très mal en interne. À ce moment-là. Mbappé l'a dit aussi avant. Il a dit que c'était son pire moment en équipe de France. Et que même avec Griezmann, ça passait pas du tout. Apparemment, la guerre entre Griezmann et Mbappé, c'est depuis ce moment-là. Donc il y a Benzema qui arrive à ce moment-là. Même l'arrivée de Benzema a pas été, apparemment, il a été très mal accueilli par Griezmann, l'a très mal pris. Et Mbappé était indifférent. Donc voilà. Puis après les gars, vous parlez parce qu'on loue à chaque fois Deschamps ses qualités de manager, genre le fait de faire un groupe, etc. machin. On se rend compte qu'au final Deschamps, il y a eu pas mal de passages dans sa carrière de l'équipe de France où le groupe était pas si soudé que ça, où ça a été compliqué au final. Ça a été vrai en 2021 seulement. Quand tu regardes bien. Et après tu regardes quand t'arrives même si ça va pas mal, ça va mal dans les matchs amicaux, tout ça dans les creux. Quand il arrive en compétition ça va. Il y a juste prenez l'an 2024, c'était un peu tendu, mais avec Griezmann ça s'est mal fini.
fini. Giroud un peu pareil. Là 2026, bon, alors, il y a un peu de tension. Donc, alors, tu fais le même résultat en 2024 et 2026. Je pense que déjà t'as la malchance de jouer contre à chaque fois la meilleure équipe du monde et ça passe pas. Mais tu perds pas dans les mêmes situations. Enfin, c'est pas pour moi les mêmes compétitions. On peut pas les mettre sur le même piédestal. Tu vois. Alors tu perds en demi-finale en 2024, en 2026. Là où en 2024, vraiment, on s'est fait chier. J'étais limite content qu'on perde. Oh, c'était plus possible. Ouais, c'était plus possible. Je me dis, merci l'Espagne pour moi, c'est peut-être le pire Euro que j'ai vu de ma vie. L'équipe de France, on met pas un but dans le jeu avant les demi-finales. Vous vous rappelez tous les buts de l'équipe de France, il y a eu un penalty, un but contre son camp. Un autre but contre son camp et le premier but dans le jeu c'est Colomboigny en demi-finale. Mais comment tu et franchement pour moi limite, c'est vrai qu'on arrive jusqu'en demi-finale, j'ai même pas l'impression sans mettre un but. Ouais, c'était pas le Portugal tu vois, 0-0. Il était long le match. Il était long et la Belgique pareil, tu marques à 85e. Et c'était horrible, voilà, et puis tu gagnes comme ça et puis Deschamps lui dit bon bah voilà, et en gros un journaliste qui lui dit ouais on se fait chier et tout, lui dit bah mais si vous êtes pas content vous changez de chaîne, enfin tu sais des trucs tu sentais que t'arrivais sur la fin. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu te fais éliminer, bah, tout le monde est content. Et là, je pense que la fédération aurait dû prendre ce truc-là. Bon, bah, Deschamps, c'est fini. Et là, faut partir sur un autre truc. Il avait signé 4 ans, donc t'étais obligé de repartir 2 ans avec lui. La chance qu'a eu Deschamps, c'est qu'il y a des mecs qui sont arrivés entre-temps. Vas-y, ouais, excuse-moi. Ouais, la chance qu'il y a eu Deschamps, c'est qu'il y a des mecs qui sont arrivés entre-temps. Des mecs, bah, évidemment... Furieux, Olysée. T'as Dembélé qui se révèle. C'est pas le même Dembélé que t'as là qu'en 2022. T'as Saliba, c'est pas le même en 2024 qu'en 2026. Et voilà, t'as des joueurs qui arrivent comme ça, et t'es obligé de faire avec eux. Des Barcola, il n'avait pas en 2024. Mais les gars, est-ce que Deschamps, en vrai, le truc, c'est qu'il... Je pense pas que ce soit de la chance, mais... faut lui rendre honneur sur ce qu'il a gagné, mais les gars, en termes d'effectifs, en termes de génération, il a eu peut-être 2 générations d'affilée, peut-être de all-time de l'équipe de France. Mais regarde. Là, si on prend les joueurs qu'il a eu, Mbappé, Griezmann, Pogba, Kanté, Benzema, Dembélé, Varane, Hernandez, Maignan, Saliba, Upamecano, Tchouaméni. Qui a eu ce matos dans l'histoire des sélectionneurs? Quand au Brésil ils ont des Neymar et des je sais pas qui d'autre, tu fais rien. Qui d'autre? La Belgique, ils ont une génération dorée. T'as Nabil. À un moment donné, c'est lui qui fait briller les joueurs aussi. L'Allemagne, ils ont toujours eu 23 joueurs sélectionnables dans leur équipe. Mais ils ont pas eu ça, l'Allemagne, les gars. Mais attends, mais ils ont quand même eu des grandes. En fait, Deschamps depuis dès 2014. Il a pas non plus que des Neymar dans son équipe. Je suis désolé. Tu me parles, t'as cité Tchouaméni quand même. Tchouaméni, c'est pas non plus. C'est pas Patrice Vieira. Si vous prenez l'équipe de France 2021 ou l'équipe de France 2026, t'as quasiment que des tops mondiaux à tous les postes. Oui, d'accord. Qui a eu ça? Tu prends peut-être le Brésil une fois ou deux, mais qui a eu ça dans l'histoire? Je te dis, même des équipes comme l'Allemagne ou l'Espagne ou les Pays-Bas, la Belgique, tout le monde a eu des générations, tout le monde a eu des très bonnes générations, mais ça s'est pas toujours soldé par une régularité de fou. En fait, c'est pas le fait d'avoir fait gagner une Coupe du Monde qui fait que Deschamps a été pour moi le meilleur sélectionneur de l'équipe de France. C'est sa régularité au haut niveau. Il t'emmène en finale de Coupe du Monde, finale d'Euro, c'est demi-finale de Coupe du Monde plus demi-finale d'Euro. Enfin, sur ces compétitions, il y a pas de flop. Il sort jamais au premier tour. Son seul flop, c'est la Suisse. C'est la Suisse, ouais. Son vrai flop, c'est la Suisse. C'est la Suisse. Les Ligues des Nations. En termes de résultats. Après, mais c'est ce qu'on te demande quand t'es sélectionneur. Mais si t'es pas entraîneur de club. Ah, mais vous passez votre temps à regarder du foot. Si vous allez un peu plus loin avec un regard critique, des personnes qui regardaient le foot toutes les semaines. Est-ce que vous avez pris du... C'est ta sélection. Tu les regardes pas toutes les semaines. Tu les regardes à un point nommé, à la limite, tu les regardes. Moi, par exemple, je les regarde vraiment tous les 2 ans. Oui. On les regarde tous les matchs contre Liechtenstein, je sais pas, je regarde pas, je m'en fous. Quand Mbappé marque 9 buts, je m'en entre guillemets 3-4 passes. S'il a décidé de jouer comme ça, on prend pas de plaisir, y a pas de souci. Mais il nous emmène en finale, je suis content. Par contre, si je me fais chier comme en 2024 à l'Euro et qu'au final on gagne pas, oui, là t'as envie de gueuler. Ouais, si tu joues comme ça, t'as intérêt à gagner. Voilà, c'est ça. Et il a fait ce choix-là et ça a fonctionné. Mais si c'est faire du beau jeu pour dire qu'on fait du beau jeu et se faire sortir en quart, je vois pas l'intérêt non plus. Non, mais là où t'as raison, c'est qu'en termes de régularité, en fait... t'as rien à dire. Ouais, à part la Suisse, on a toujours été présent dans les compétitions. À partir du moment où t'es toujours
quasiment minimum en demi-finale d'une compétition, c'est-à-dire que voilà, t'as quand même un niveau de performance qui est assez élevé. La façon jusqu'en, on va dire que là où mais la manière, elle est pas importante pour toi. La manière, bien sûr qu'elle est importante, mais en fait on n'est pas sur du football de club, on est sur du football d'émotion. Le football de sélection nationale, c'est du football d'émotion qui est tu vas pas demander à une équipe nationale que en gros avec une compétition, une grande compétition tous les 2 ans, d'avoir le même rendement qu'une équipe que tu vois toutes les semaines. Toutes les semaines, tu dois avoir une exigence de jeu, de quelque chose, d'une identité. Là, en fait, c'est tous les 2 ans. Et moi, je comprends les gens. Et en plus, l'équipe de France, elle appartient pas aux puristes du football. Elle appartient à tout le monde. Ouais. C'est des mecs qui, voilà, pendant 2 ans, 4 ans, ils vont pas regarder de foot et ils vont découvrir. Ah, Olysée, ils connaissent. La moitié de la France connaissait pas Olysée au début de la compétition. Moi, je le prends toujours avec mes collègues à qui je parle. C'est la dame de 40 ans qui voit le foot une fois tous les 2 ans et qui va te dire Deschamps, il est génial. Et puis quand il va te parler de foot, elle va te dire ah, j'aime pas Messi parce qu'à la télé ils disent que Messi c'est un con. Ces gens-là, tu parles pas de foot. Eux, c'est vraiment l'émotion qu'ils vivent. Ils te regardent entre 5 et 7 matchs dans l'année. C'est les matchs de l'équipe de France. Et eux, tout ce qu'ils voient, c'est la victoire. Et puis ils vont te dire qu'on est la meilleure équipe du monde. Et moi, j'ai du mal, les gars, franchement, avec ce... Moi, franchement, quand je regarde l'équipe de France et quand je vois le matos qu'on a et qu'à chaque fois, les gars, on produit un jeu. Franchement, honnêtement, avec le recul, je pense que 2018, on a été une belle équipe parce que genre, il y avait quand même un jeu de transition assez rapide, etc. 2026, on l'a été aussi. Jusqu'à un certain point, ça franchement je le nie pas, il a quand même bien fini par rapport aux équipes qu'il avait. Mais moi, le bilan de Deschamps, au global, c'est beaucoup plus d'ennui que de moments. Mais pourquoi tu t'ennuies? Moi, ce que je comprends pas, c'est toi par exemple qui es supporter de l'équipe du Maroc. Ouais. Marocain. Tu prends du plaisir, t'as pris du plaisir toi en regardant le Maroc jouer là cette Coupe du Monde? Tout dépend les matchs. Donc, contre la France, non, pas du tout. Non, par exemple, attends, c'était quel match? Le Brésil, ça va, t'as fait du Brésil contre le Brésil. Non. L'Écosse, c'était horrible. L'Écosse, c'était horrible. Franchement, c'était quel match, là, où ils vont jusqu'au... Les Pays-Bas? Ouais, les Pays-Bas étaient bien. Moi, c'était un bon match, les Pays-Bas. C'était peut-être pas les Pays-Bas, mais en tout cas, moi, à chaque fois que j'ai regardé le Maroc, j'ai pas pris tant de plaisir que ça. Mais j'ai pas la même exigence. Moi, je vois la France, je vois le matos qu'on a. Moi, mais c'est comme, moi, c'est mon Mali, Mbappé, Dembélé, machin, tu vois, qui jouent mal. Mais comme je te dis, Nabil, c'est pas un foot de club, c'est un foot, et puis c'est un football d'émotion. Il faut juste gagner, voilà, c'est un football d'émotion. Contre le Paraguay, on s'est fait chier tout le match, à la fin, on gagne 0 fin, j'ai fait la fête. C'est tout ce que je te demande. Je te demande pas de faire du tiki-taka ou de je ne sais trop quoi. Ce qui compte, c'est les résultats. C'est une approche entre nous qui est différente, parce que moi, j'avoue, genre que... Non, mais c'est pas la même approche. C'est ça. Foot. Quand je regarde le foot, quand je vais regarder le Barça, je vais regarder l'OM ou les clubs. Foot de club. Je vais analyser chaque semaine ce qui va se passer. C'est parce que j'aime le foot et j'ai envie que le foot progresse ou autre. Quand je regarde, je deviens Didier 40 ans qui a jamais vu de match de foot de sa vie et qui est supporter de l'équipe de France. C'est tout. Et il y a plus d'analyse footballistique. Je vois juste le résultat au final. Moi, j'ai jamais réussi à atteindre ce stade d'analyse. Et là, pour parler de 2026, honnêtement, moi, j'ai pris du plaisir à regarder l'équipe de France. Hein. En plus, c'est vrai, ça. Jusqu'au demi-finale, honnêtement. Ah oui. Contre la Suède. Oh là 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 là. La Suède, c'était bien. Je me suis emballé, hein. Pour moi, t'es champion du monde. C'était pas. Ouais, mais c'est que c'est des catcheurs. Voilà. C'est pas de la faute de la France pour le coup, je suis d'accord. Mais non, sur 2026, mais justement, je me suis dit ouais, c'est top, etc. C'est bien. Moi, en plus, qui était pas forcément un grand fan de l'équipe de France à cause de Deschamps. Bon, ça, on en reparlera un peu plus tard. Mais moi je me suis dit ok, c'est bien, là je me pose devant le match, je me fais pas chier. Mais non, c'est que moi en plus en tant que gros consommateur de foot comme vous, moi genre j'ai toujours du mal de voir des gros joueurs alignés. Après je pense mais j'arrive pas en fait à passer outre, de me dire c'est de la sélection, faut que je gagne, on va au bout. Après tu regardes Deschamps avec les équipes qu'il a eues, la seule fois où il a eu une bonne équipe on s'est fait chier, c'était en 2024. Parce que tu regardes en 2018, l'équipe elle est hybride, t'as pas des grands joueurs t'as pas des gros joueurs de ballon, t'as des bons joueurs de foot mais t'as pas de joueurs de ballon. T'as une bonne colonne vertébrale, après tu joues avec Pavard à droite, Pavard c'est un défenseur central, t'as Matuidi milieu gauche, t'as Giroud devant, c'est pas une équipe qui est faite pour jouer au ballon, tu joues avec tes armes et tu gagnes. Ouais, mais t'arrives en 2021, t'as une superbe équipe pour jouer au ballon, tu joues au ballon. Au final, les trucs qui font que ça fonctionne pas. En 2024, on s'est tous fait chier. Et en 2026, t'arrives avec une super consigne dans les 30 derniers mai, c'était le football champagne. J'ai l'impression, j'avais rarement vu des mecs faire autant de touches de balles, mais
dans le sens de l'équipe, des mecs qui percutaient dans tous les sens. Non, franchement, c'était incroyable. Et quand vous regardez, par exemple, on a fait l'épisode récemment sur l'Espagne. En gros, sur l'Espagne, qui est une sélection qui est peut-être une des rares sélections avec un projet de jeu qui est défini, clair. Ouais, mais c'est différent. Moi, quand je vois l'Espagne jouer sur plusieurs années et quand je vois la France jouer sur plusieurs années, je me dis, mais au final, on a sacrifié notre jeu pour gagner. On a gagné une fois. Mais je me dis, mais au final, non, mais l'Espagne, c'est pas pareil. Ça, c'est pas de la faute de Deschamps. Ça, c'est que l'Espagne, les mecs, depuis qu'ils ont 5 ans, les mecs qui jouent à Barcelone ou dans le fin fond de l'Espagne, ils ont tous le même style de jeu. Les mecs qui regardent, ils se retrouvent en sélection espagnole, ils ont tous la même identité, ils savent comment jouer. Ça roule pour eux. Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que pendant 10 ans, l'Espagne a eu un trou. Hein. C'est vrai aussi. L'Espagne a eu un trou pendant 10 ans. Après leur succès de 2012 jusqu'à 2024, l'Espagne, ils font pas une demi-finale, hein, mais des fois, ils passent pas les groupes. Alors, ils passent les groupes, mais à chaque fois, que ce soit en 2014, ils passent pas les groupes. 2014, ils passent pas les groupes. 2018, 2016, ils font sortir par la Croatie. Par la Russie. 2016, ils se font éliminer par l'Italie en 8e. 2018, pareil, en 8e. Donc, en fait, il y a pas, enfin, tu peux avoir, il y a pas une équipe qui a la même régularité depuis 10 ans, 15 ans que la France. Après, au niveau des titres, on a débattu, hein. L'Espagne, c'est la meilleure équipe du 21e siècle, il n'y a pas de souci. Mais, faut pas oublier que l'Espagne aussi a eu des trous. Voilà. Et là, l'Allemagne, c'est même pas un trou qu'ils ont, c'est un cratère. L'Italie, j'en parle même pas, c'est un trou noir. C'est fini. Après, voilà. Le Brésil, c'est pareil, hein. Ça fait combien de temps qu'ils sont plus en avance sur le Brésil, plan international. Le Brésil, pour moi, c'était clairement du folklore. Toute la Coupe du Monde, ils ont jamais été bons. Enfin, mais dans votre vie, vous avez jamais connu un bon Brésil, les gars, honnêtement. Si. À part 2002. Au début de notre vie. 2002, t'es petit, mais genre. Quand t'as. J'ai 9 ans quand même, tu vois. Ouais, mais sur ta vie, genre ta vie d'ado, d'adulte, etc. En fait, moi, je pense que le Brésil, aujourd'hui, c'est une espèce de... quand même, en 2014, ils étaient pas mauvais, hein. T'avais un Neymar qui était là, 2014, c'est juste l'Espagne. Qui pour 2014? Ils avaient Fred, Hulk, Attends, mais tu sais que je suis tombé sur le Brésil 2018 quand je te disais qu'ils avaient une grosse équipe. Ah ouais. Tu vois? Ils avaient Ederson dans les buts. Donc, ils avaient, dans l'axe, t'avais Marquinhos, Thiago Silva. Ouais. T'avais à gauche, donc, Marcelo. À droite, Danilo. Au milieu, t'avais Casemiro et Fernandinho avec Andy Coutinho. Ah, quand même, hein. On a fait pire, hein. On a fait pire. Neymar à gauche. À droite, Douglas Costa ou Willian. Et devant, t'avais Gabriel Jesus ou Firmino. Firmino, ouais. On est quand même sur une très belle équipe du Brésil. Je pense que 2022 était encore meilleur, hein. Ah, il y avait Richarlison. Il y avait Vinicius, mais D'ailleurs, putain, il a re-signé, hein. T'as vu ou pas? Ah, il a re-signé, apparemment. Il va pas Arsenal, il a re-signé 6 ans. J'ai eu peur. S'il était parti à Arsenal, ça m'aurait tué. De devoir supporter Arsenal, ça m'aurait anéanti. Non, heureusement, j'avais peur. Non, mais pour revenir à Didier Deschamps, en vrai, alors si on doit faire un bilan global de ces 14 années, je retiendrai plus de positifs que de négatifs. Après, tout n'a pas été parfait, mais en tout cas, on peut dire aujourd'hui, on peut affirmer que ça a été le meilleur sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France. Je pense que c'était pas tellement de concurrence. Alors, peut-être Michel Hidalgo dans les années 80, mais à part ça, un peu compliqué, hein. Après, Deschamps, il y a la partie performance sportive qui dégage, etc. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, après, on n'a pas eu des... je m'en fous, on a gagné. Franchement, l'homme Deschamps, t'as jamais sa communication qui dit, moi, au niveau des joueurs de foot, entraîneurs, l'homme, tant que ça parle sur le terrain, je m'en fous, hein. Le mec, ça peut être le plus grand des connards, il parle pas, et puis il a pas d'émotion. S'il a pas d'émotion, et qu'il me donne du plaisir sur le terrain, il me rapporte des résultats, moi, je m'en fous. Que ce soit un homme qui a jamais entendu les critiques, que ce soit un homme qui est toujours, Pourquoi il devrait écouter les critiques, les gars? Parce que il fait double finale de Coupe du Monde, finale d'Euro. Il y avait quand même des problématiques par rapport à son jeu. Il y avait quand même des problématiques par rapport à ce que produisait l'équipe. Et enfin, il y avait des performances qui étaient en dedans. Je suis pas d'accord avec toi. Hein, même genre, la gestion du groupe. Il y avait le cas Benzema. Genre, il y a aussi ça a été l'homme de Le Gret pendant longtemps. Genre ça, il a soutenu Le Gret jusqu'à la mort. En fait, tout ce que j'ai à te dire, c'est peu importe. En fait, toi, tu t'attaches au terrain, point. Bah ouais, parce qu'au final, c'est sur ça qu'on juge. Hein. Donc, toi, Francky. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, la personnalité d'un entraîneur est
très importante. Ce qu'il dégage, ce qu'il dit, de ce qu'il incarne et tout. Pour moi, c'est super important. Si on parle de l'homme, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui, je pense, n'aime pas les critiques, qui est très rancunier et qui va toujours dans le sens du vent. Après, je pense qu'il a des grosses qualités de manager, des grosses qualités sportives dans la gestion d'un groupe, un peu moins tactique, mais un grand sélectionneur. Mais je trouve pas que ça soit quelqu'un qui a une personnalité qui soit plus attachante ou quelqu'un un peu de spécial ou quoi. C'est quelqu'un d'assez banal, moi je trouve que ces qualités managériales qu'on met en avant à chaque fois, bon certes il a réussi à faire un groupe pour gagner la Coupe du Monde, ça c'est, il y a pas de discussion, mais c'est quand même un homme qui a raté ses sorties genre sur Griezmann qui a été peut-être le joueur le plus important de Deschamps avec Mbappé. C'est ce que je te dis, c'est quelqu'un qui va dans sur Giroud, Benzema, ça a été hyper compliqué. Il va dans le sens du vent. Il s'est mis à plat ventre devant Mbappé, etc. Quitte à créer tous les problèmes. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce mec-là, il pense qu'au terrain, il pense efficacité. À un moment donné, il a dû faire un choix entre. Moi, je pense qu'il pense à son image, etc. Non, pas du tout, parce que on lui mettait Zidane dans les pattes, dit mais pourquoi vous parlez de Zidane, machin, etc. Pourquoi on parle de Zidane, c'est le sélectionneur. Lui, tu veux qu'il dise quoi sur Zidane? C'est un homme qui a toujours eu une aigreur par rapport au joueur qu'il était, par rapport à Zidane, par rapport à la figure nationale. Je pense un gars comme Zidane, Zidane, genre son intronisation en tant que sélectionneur, il y a jamais eu autant de journalistes genre pour Deschamps de toute sa vie. C'est normal, c'est Zidane. Bah justement, c'est ça. Et je pense que genre c'est un homme genre qui a toujours vécu dans une espèce d'aigreur. Non, mais moi oui, ça c'est vrai. Ça a toujours été d'accord, mais pour moi, pour revenir à son truc de sélectionneur, honnêtement, je vous dis, enfin, pour moi, je m'en fous, dans le sens où lui, il s'attache au terrain. Ça veut dire que on a beau lui parler de Zidane, de la sortie de Griezmann elle est ratée, de Varane, Benzema. tout ça, Benzema, ok c'est raté, mais sauf que pour moi il a la faculté de, quand faut trancher au bon moment avant que ça pète vraiment, de faire des choix. Et que si Griezmann il est pas content, peu importe ce qu'il a fait avant, si pour son groupe, faut faire un choix, il faut dégager Griezmann, peu importe ce que t'as fait avant, tu dégages. Et parce que c'est dans l'intérêt du groupe. On va pas garder Griezmann pour lui faire plaisir alors qu'il va faire la gueule une compétition de plus pour faire plaisir aux gens. Je prends le cas par exemple du Portugal. Le Portugal, ils ne peuvent pas se permettre de dégager Ronaldo parce qu'il est plus important que le président. Sauf que là, Ronaldo, il est en train de niquer une génération. Ça fait 2 compétitions qui niquent une génération. Déjà pareil, moi je pense que c'est au-delà de ça. Enfin, je pense on regarde Ronaldo un peu plus tard, mais regarde Neymar avec le Brésil, c'est pareil. Neymar jamais elle aurait dû être là pour cette Coupe du Monde. Jamais, il était ridicule sur le terrain. Et pour moi, ça c'est des gens qui ne veulent pas se mettre. Alors pour Ancelotti, c'est encore plus dur vu que il n'est pas brésilien. Ils veulent pas se mettre l'opinion publique à dos, donc ils ne savent pas faire des choix. Là où Deschamps, lui, il est très efficace dans ces trucs, c'est que si tu me sers à rien sur le terrain, tu ne viens pas. Mais les gars, on a fait ça pour Deschamps. C'est pas comme s'il avait gagné toutes les compétitions qu'elle a participé. Enfin, il a fait des choix, ça a pas toujours porté ses fruits. Le fait de se mettre à dos, le fait de virer des joueurs comme Benzema, le fait de se mettre à dos des joueurs comme. Mais après, tu vas pas tout gagner. Mais je suis désolé. Le fait qu'il soit mis à plat ventre par rapport à Mbappé, par rapport au brassard, c'est à cause des tensions et tout, etc. Mais il a eu raison. Là, pour cette Coupe du Monde, il a eu raison. Est-ce qu'on a parlé de Griezmann une seule fois là dans la compétition? Est-ce que t'aurais fait mieux avec Griezmann? Mais là, on n'en sait rien. Mais après, il y a un truc un peu plus global sur quelle trace il va laisser. Moi, je pense qu'il va laisser la trace d'un grand sélectionneur parce que bon, de fait, c'est un grand sélectionneur en équipe de France. Après, moi, je trouve qu'il a une image. Je trouve que le sacrifice du jeu et le sacrifice de certains joueurs ou certaines figures de l'équipe de France, bon, elle a pas forcément été en son sens. Et après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est un homme qui fait ses choix et point. Et puis à partir de là, pour moi, tout ce que tu racontes là, j'allais dire dans 10 ans, même pas, dans 4 ans, la première compétition de Zidane, ça sera oublié, hein. On retiendra que les résultats de Deschamps, en final. C'est Zidane, on a déjà oublié Zidane. On oubliera toutes les histoires de Benzema, de Griezmann, de tout ça, ça sera oublié. Même Benzema, quand il le renvoie, entre guillemets, à la Coupe du Monde 2022, au final, il a tranché et il a fait 100 et l'équipe allait partir en finale. Une espèce de truc, une espèce de manœuvre, de trucs, on sait pas, les mensonges, les machins. Moi, ça me dérange. Ouais, moi aussi. Moi aussi, ça me dérange. Une espèce de manœuvre. Moi, ça me dérange quand ça fonctionne pas. Et là, pour moi, c'est juste quelqu'un qui a fait ses choix et puis il a décidé d'avancer. Il est super pragmatique. Toi, le pragmatisme l'emporte sur tout. À un certain niveau, ouais. À mon niveau en R2, non. Mais quand t'es sélectionneur de l'une des plus grandes sélections du monde, ouais, faut être efficace. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, même s'il avait fait l'inverse, on lui aurait reproché. Donc là, au final, on lui reproche à demi-mot, mais il y a les résultats derrière.
Enfin, allez voir, par exemple, au début de la compétition, là, tout le monde lui disait pourquoi il continue à mettre Dembélé sur le terrain, patati, patata, Dembélé, il est pas bon. S'il avait pas mis Dembélé et que la France avait perdu, on leur aurait dit, mais Deschamps, met pas le ballon d'or sur le terrain. Dans tous les cas, t'es critiqué. Donc lui, il a juste fait ses choix. Francky, qu'est-ce que t'en penses? Non, comme je disais tout à l'heure, Deschamps, c'est quelqu'un qui va vers le sens du vent, c'est-à-dire que si on lui dit de faire, si l'opinion publique, alors, je dirais pas l'opinion publique, mais lui, il est très terre à terre, en fait, très pragmatique par rapport à ce qui serait efficace ou pas sur le terrain. Le jour, par exemple, je dis n'importe quoi, si Mbappé cette saison aurait mis 10 buts et que il serait plus titulaire au Real, malgré tout ce qu'a fait Mbappé avant, il l'aurait pas pris, tu vois. Ça, quelque part, je peux le comprendre, mais ça m'aurait dérangé. Voilà. Mais bon, après, Deschamps a toujours été comme ça. Hein. Ça a toujours été un mec qui, je pense, fait passer ses intérêts à lui avant les autres. Okay. Mais surtout que là, pour moi, ses intérêts à lui, c'est les intérêts de l'équipe de France. Oui. Et donc, ça va de pair. Voilà, totalement raison. Et donc, les histoires d'ego ou autres, comme Griezmann il a eu, en club, c'est différent, comme on le dit, mais en sélection, pour moi, Deschamps, il a bien fait. Pas toujours, mais dans 70% des cas, il a bien fait. Et à chaque fois, pour moi, ça a porté ses fruits. On peut pas vraiment lui en tenir rigueur. C'est quoi votre plus grand souvenir de l'équipe de France de Deschamps? Un match, un truc, une performance, un joueur. Le plus grand souvenir, c'est vraiment l'annonce du retour de Karim Benzema en équipe de France. C'était quelque chose, ça. Oh, c'était incroyable, mais vraiment. T'avais tout le monde devant sa télé, tout. Benzema numéro 19. J'ai acheté le maillot directement. Tout le monde a acheté le maillot. Rupture de, je crois qu'ils ont jamais vu ça. Je crois qu'ils pourront pas l'admettre, mais je pense que c'est le maillot le plus vendu. T'avais la vidéo de Benzema qui va à l'entraînement après. Ouais. Et tout le monde dit trop fort. Et vous êtes conscient que tout le monde vous admire. Il fait pardon, pardon. Il est trop fort, non. Ça vous impressionne tout le monde? Pardon? Ouais, c'est normal. Non, franchement, l'annonce du retour, ouais, c'est vraiment mon plus beau moment. J'étais comme un enfant. Incroyable. Ouais, c'était, ouais. Ouais, je me souviens, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Si t'avais un moment à retenir de Deschamps après la Coupe du Monde. Mais je vais pas être original, hein. Moi, de toute façon, c'est la Coupe du Monde 2018, la victoire. Mais, pour moi, vraiment, je dis l'acte fondateur de Deschamps, c'est France-Ukraine. Ouais, c'est France-Ukraine 2013. Ouais. Parce que, en vrai de vrai, c'est l'une des seules fois, depuis que je suis l'équipe de France, où je me dis, c'est la première fois de ma vie, je vais pas voir l'équipe de France dans une grande compétition. Ouais. Et je commençais à me préparer à ça. Je me dis, putain, comment je vais regarder la Coupe du Monde sans l'équipe de France, c'est bizarre, machin et tout. Et j'attendais vraiment rien de ce match. Rien, parce que l'aller, tu t'es fait bouffer. Yarmolenko, le Ribéry ukrainien, le mec, il était trop chaud. Et là. C'était genre, Nasri, match de merde, il revient plus jamais en équipe de France. Et même avant le match, tu vois, tu sens une atmosphère qui est, qui dit, déjà, le Stade de France n'a jamais été comme ça, tu vois. Après, le truc, c'est qu'en plus, l'équipe de France avait un capital, je veux dire pas sympathie, mais l'inverse, mais en gros, genre, avait une image terrible dans la société, hein. Horrible. On mettait du handball sur TF1, tellement l'équipe de France était terrible. L'équipe de France féminine passait avant. Karabati, c'était vraiment, le rugby, contrairement aux voyous de footballeurs. C'est encore ça aujourd'hui, hein. Pour moi, il n'y a pas d'arabe au moins. On va pas faire de digression sur le sport qui est le rugby, parce que des casseroles, je pense que avec ce qu'ils font en Argentine, voilà, hein, il y a pas ça au foot. Hein. Pas ça au foot. On en parlera pas. Bah pas en équipe de France en tout cas. En équipe de France, il y avait genre tous les trucs, genre l'interdiction du voile dans les compétitions sportives. Quand genre ils faisaient la chasse aux prières dans les vestiaires. On parle pas de ça. On parle pas de. Tu sais pas au cours. Enfin, tu sais ce qui s'est passé. Je sais plus, c'était en Argentine. C'était en Argentine. C'était en Argentine. Deux joueurs qui ont. Ah oui, les gens du rugby, tu parles. Ouais, de rugby. Mais à coup de pas. Reste sur le rugby.
Oui. Non, mais voilà. une Jaminé, pas de la vidéo. Voilà, Je vais taper un arabe, je vais mettre un coup de casque à un arabe. Voilà. Oui. Et ça, c'est les valeurs. Disons-le. Ça, c'est les Oui, valeurs. on fera pas de podcast rugby, on fera pas d'hors-série rugby. Non, Voilà. c'est pas chez nous qu'on va faire ça. C'est pas chez nous qu'on va faire des Allez vous trucs faire rugby. foutre. Non, c'est bon. Non, franchement. Et non, et puis ils ont toujours ce truc-là de se comparer au football. Ouais, nanana. Ils ont un complexe d'enfer. Il n'y a pas d'arabe. Et pas ça, c'est vraiment un truc qui est. Enfin bref, donc on en était où là? Je sais plus où on était. Ton souvenir de Deschamps, c'était Ouais. le capital sympathie de Deschamps après France-Ukraine. C'est France-Ukraine. Pour moi, le match qui m'a le plus marqué de Deschamps, à part la finale de 2018, ouais, c'est le France-Ukraine. Exceptionnel. Mais tout est Avec les drapeaux, les trucs, partout, je m'en rappelle, ouais. Bizarrement, moi, 2018, alors je me souviens pas de la finale, je pense que je devais être trop heureux, on peut dire ça. Mais non, France-Argentine, Oui, Pavard, bien sûr. le match de fou, je comprenais Moi, rien. je sortais de soirée, je te cache pas que le match devait être dans l'après-midi. C'était un peu comme ça. 15 heures, il faisait chaud, moi j'étais à Royan. Il faisait très chaud. Le match devait être à 16h, un truc comme ça. Je me suis levé, je crois, à 15h30 et je vous cache pas que le match, j'ai regardé d'un œil parce que j'étais très très fatigué. Je me souviens du match, mais j'étais trop heureux. J'étais très heureux. Non, nous on était partis à Cannes, on était partis avec des potes à Royan. Et alors le match déjà c'était la France qui jouait très chaud, on avait mis la télé dehors, donc très important, donc quart de finale, enfin huitième de finale de Coupe du Monde. Mais surtout, on était jeunes, pas beaucoup d'argent, on avait que 50 € pour tout le week-end, surtout pour aller au rancho. On a tout mis sur la France. Donc t'imagines, t'étais comme ça. 4-3 à la fin. 4-3 à la fin, on était comme ça. Sur le but d'Aguero. La cote elle était à 2,30. T'as failli manger des pâtes, hein, ouais. Ah oui, on a failli rentrer sur la réserve tranquillement. Le rancho, on est totalement colonisé par les poids de vin l'été. Totalement. Franchement, t'y allais des fois, tu te retrouvais au Next. Au Next à Royan. Au Next à Royan. Ouais. Mais vraiment, ok. Moi les gars, mon match qui m'a marqué, je me rappelle, c'est Ligue des Nations 2021, France-Espagne. Ah bah oui, magnifique. Ligue de l'Espagne, Benzema qui met une lucarne dans la foulée. Ouais, sur l'engagement quasiment. Sur l'engagement. Ouais. Et magnifique. Ouais. Et Chiringuito, je me rappelle, j'ai Chiringuito qui Balón de Oro. Après le but, il dit ça, Balón de Oro. Les gars, parlons Ballon d'Or, les gars, on va rapidement parler de Zidane. Zidane, on voit que les yeux de Francky sont illuminés. Moi, de toute façon, je ne pas toujours sur Zidane avec toi, ça sert à rien. Non, ça sert à rien du tout. De toute façon, tout ce qu'il va faire, ça sera bien. Et même quand il a tort, il aura raison. Est-ce que t'as le même fanatisme que Franck, toi, Alex? Est-ce que chez les Bayongou, un peu moins, évidemment, oui. Bah, c'est Zidane qui fait commencer le foot, tu vois. Mais oui, bah Zidane déjà au-dessus du président, donc ça je pense qu'on est tous tous d'accord là-dessus, ouais, mais de toute institution française. Et non, de toute façon, enfin, pour moi, de ce qu'on a vu dans la Coupe du Monde là, sur les derniers matchs, la façon de jouer, je pense pas que ce sera quelque chose de différent avec Zidane. Il faudra pas s'attendre à quelque chose de révolutionnaire. Enfin, au Real, c'était un manager assez exceptionnel, mais ça a jamais été un grand. Moi, ce que je salue chez Zidane, c'est que il joue dans des dispositions où tous les joueurs qu'il met sur le terrain sont à leur position optimale. Dans leur position optimale. Et voilà, ils sont à leur meilleur poste, ils jouent avec un 6, un 8, un 10, peu importe. Il arrive à trouver la bonne formule pour que tout le monde soit à 100%. Puis Zidane, je pense que c'est un homme qui était fait pour manager un des gros joueurs. Je pense pas que c'est un entraîneur bâtisseur, mais c'est un entraîneur qui sait gérer des gros joueurs. Et puis c'est ce qu'il aura en équipe de France. C'est ça, final, je pense. Puis il arrive sur une génération. Exactement. Et je pense que matos, voilà, il récupère un matos. Je pense qu'en termes de qualité, c'est à peu près le même qu'il avait au Real il y a 10 ans. Alors, comme disait Alex, il va pas révolutionner le jeu, tout ça, mais il va faire ce qu'il sait faire. Encore une fois, dans des équipes sur la planète, il y en a peut-être 2 qui ont le même niveau que nous, et il y en a une qui est au-dessus. Après, moi, je me fais vraiment pas de soucis sur la suite. Hein. J'ai une question, toi qui es entraîneur. Est-ce que pour toi, les entraîneurs, enfin les plus grands entraîneurs, c'est les entraîneurs qui ont révolutionné le jeu, ou bien un entraîneur qui a su maximiser les qualités d'un groupe pendant plusieurs années, genre c'est tout aussi important. Moi, par exemple, parce que genre un Ferguson, un Mourinho,
peut être comparé à un Guardiola, ou Guardiola sera toujours plus... Oui, alors tu peux les comparer. Moi, je sais qu'il y en a qui vont toujours préférer un Mourinho Prime, parce que lui, il a su maximiser tout ce qu'il a fait avec Chelsea, avec le Real 2012, pour moi, qui est l'apogée du Real, aussi, l'Inter de 2010. Mais j'aurais toujours, moi, ma sensibilité de coach sur des entraîneurs qui inventent des trucs et qui révolutionnent le football. Évidemment, Guardiola, Cruyff à une autre époque, Bielsa un peu dans son style. Voilà, c'est des entraîneurs qui, pour moi, sont limite c'est autistes hors du temps et qui sont d'une autre race, qui sont pas vraiment humains, tu vois, qui je sais pas comment le dire. Ils voient le foot différemment. Voilà, c'est ça. Il y a un rectangle vert et ils disent je vais faire un truc, je vais inventer un truc. Mais tu vois, pour eux, c'est même pas inventé. Je pense qu'ils voient les trucs logiques. Pour eux, c'est logique que les déplacements soient faits comme ça, tactiquement ou autre. Et eux, leur grande difficulté, c'est de l'expliquer aux humains. Exactement. que ça fonctionne comme ça, tu vois. Il y a quand même pas dire une classe d'écart, mais il y a quand même un écart entre des entraîneurs révolutionnaires et des entraîneurs juste, entre guillemets, gestionnaires. Pas vraiment. Non. Parce que, pour moi, les entraîneurs révolutionnaires, ils arrivent à... En fait, tu leur poses un problème et eux, ils te trouvent une solution qui n'existe pas. Eux, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si tu prends un entraîneur genre Ancelotti, lui, via son management, il arrive à trouver des solutions. Voilà, et justement, un Ancelotti ou un Zidane, ce sont des gens qui vont réussir à comprendre très rapidement ce que font les Guardiola, les très grands entraîneurs. Ils vont comprendre parce que ils vont pas l'inventer, mais ils vont le comprendre très rapidement et ils vont réussir entre guillemets soit à le copier, soit à le contrer. Plus contrer que le copier. Parce que tu regardes, ces entraîneurs-là, ils cherchent pas à faire des choses révolutionnaires, mais quand ils jouent contre ces équipes-là, rivalisent sans problème. Et puis, les entraîneurs qui révolutionnent, souvent, c'est dans un schéma, dans une façon de jouer, et si tu rentres pas dans ce schéma-là, tu joues pas. Ils s'en foutent. Ouais. Ils prennent quelqu'un d'autre, tu vois. Tu peux être le meilleur joueur du monde, si tu rentres pas dans leur schéma, dans leur façon de jouer. Regarde un Eto'o par exemple. Ibrahim, Eto'o. Un Ibra, machin Eto'o. Alors, certes, il a gagné avec des champions avec Eto'o, mais en fait, il lui a dit de partir, parce qu'en fait, ça rentrait pas dans sa façon de... C'était pareil, hein. Agüero quand il arrive, mais c'est exactement pareil, tu vois. On sait qu'il a pris Gabriel Jesus à sa place, à City. Il faut que ça rentre, aussi fort que toi, faut que ça rentre dans son schéma. Alors que les mecs comme Ancelotti, ils arrivent à faire ils ont avec ce matos-là, Luis Enrique est un peu comme ça aussi, tu vois. Il faut que les joueurs rentrent. Moi, je trouve ça extraordinaire, tu vois. Vraiment, je trouve que c'est extraordinaire. Un truc tout bête. Tu vois, il y a 10 ans, si tu disais à un coach, tu vois, ton latéral gauche, là, quand on a le ballon, il faut qu'il joue au milieu de terrain. Il faut qu'il joue 8. Il te regardait, mais s'il est latéral gauche. Ouais. Mais en fait, c'est Guardiola qui l'a emmené ça. Aujourd'hui, quasiment tout le monde fait ça. T'as un entraîneur sur deux qui fait rentrer ses latéraux à l'intérieur pour la construction du jeu. Tu vois? Ces systèmes hybrides, tout ça. Il y a 10-15 ans, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et là, moi, où je suis plus à l'inverse de Franck, c'est... Alors, j'adore les entraîneurs comme Guardiola, Bielsa qui inventent, mais je vais plus avoir de la fascination pour les Ancelotti et les Zizou, qui pour moi, tu leur donnes un groupe, ils ont pas besoin de faire un gros recrutement haut, tu leur donnes un groupe et ils vont te donner... ils vont réussir à faire que les joueurs donnent 100% de des mecs comme Ferguson qui ont juste Ferguson lui genre il faisait même pas les séances d'entraînement juste avec les armes qu'ils ont, les gars ils te font des machines de guerre et ça fonctionne, et c'est un autre type de coaching, mais qui pour moi c'est ça qui fait que ce sont des grands coachs et qui emmènent loin les équipes. Parce que pour moi, t'as beau révolutionner à un moment donné. Des révolutionnaires, en plus, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire. Et puis après, t'es bloqué. En fait, je dirais pas les révolutionnaires, je dirais plutôt les... Alors, il y a eu des révolutionnaires, mais plutôt les dogmatiques. Les mecs qui sont un peu, comme je disais, qui sont un peu autistes. Tu vois, le mec de l'Atalanta, là, putain, comment il s'appelle? Gasperini. Tu vois, lui, c'est pareil. C'est un mec, apparemment, dans la vie, il est détestable. C'est pas quelqu'un qui est vraiment apprécié. Par contre, un peu comme Bielsa en fait. Oui, c'est pareil. Ouais. Mais tu vois, c'est des mecs bizarres. Hein. Mais vraiment, c'est des mecs bizarres. Par contre, ils ont un truc, ils ont un schéma. Et à chaque fois quand tu rentres dans ce truc-là, c'est beau à voir. Et puis je trouve qu'il y a un truc romantique là-dedans.
Mais ça ne marche pas tout le temps. C'est pas des équipes qui vont gagner, c'est des équipes. Regarde Bielsa, ça finit 4e. De toute façon, Bielsa, je pense qu'il est rôti depuis 15 ans. Il est rôti. C'est Diego Forlán qui reprend l'Uruguay. Non, ça ouais. Ah, c'est bien ça. C'est des joueurs qu'on a regardé qui deviennent. Franchement, c'est terrible. On devient vieux. Ça, justement, ça pour moi, c'était des joueurs Coupe du Monde. Tu sais qu'il n'y a pas eu en 2026. Tu sais, des joueurs qui sortent un peu. Mbappé, c'est pas un joueur Coupe du Monde. Non, Diego Forlán. Mais tu sais, Diego Forlán, des Gian, des Ayou, tu sais, des joueurs qui sortent de nulle part. T'as pas regardé le Mexique, Quiñones, je connaissais pas. Très très fort. Très très fort. Le premier noir qui joue pour le Mexique. Il n'y a pas de mytho. C'est dire, hein. Ouais. Si t'es noir et te font jouer, c'est vraiment que. Mais il est colombien à la base. Ah ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est quand on découvrait des Rames, pour moi, c'était ça les joueurs Coupe du Monde. Tu sais qu'on en a pas assez parlé. Cette Coupe du Monde-là, vous remarquerez, avec les horaires des matchs, nous on se contentait de regarder le premier match de la soirée, en gros, et le deuxième. En gros, le match de 20h, 21h, peut-être un peu celui de minuit. J'ai tout regardé, moi. Hein. Faut que t'aies un enfant en bas âge. Quand t'as un enfant qui vient de naître, je peux dire que le Nouvelle-Zélande, Iran, je me le suis pris. Tous ces matchs-là, là, en fait, hyper bien. Les matchs qu'on avait, nous, en début de soirée ou en deuxième partie de soirée, c'était les matchs avec une équipe européenne. C'est ça, mais les matchs, là, avec les autres équipes, machin et tout, qui jouaient à 2h du matin, 3h, 4h, 5h. Mais en fait, personne les a regardés, mais il y avait eu des super matchs. En général, je m'arrêtais au match de minuit, 1h. Les gars, 4h, il était trop pour moi. Je peux débriefer la Coupe du Monde, là, normalement. Hein. Avec un bébé qui pleure dans les bras, j'ai regardé. Hein. J'ai essayé une fois le réveil à 5h55 pour regarder le match à 6h. Je me suis rendormi à 7h, je suis allé en retard au taf. Moi, j'ai regardé mon frère algérien. Contre l'Argentine. Contre j'ai regardé tous les matchs. J'ai regardé ça aussi. Et le Mexique-Angleterre était à 3h du matin, il était magnifique. Au stade Aztec, magnifique. Vraiment très un stade de foot. Un vrai stade, bien sûr. On va refaire un bilan dans la Coupe du Monde. Désolé. Mais non, la route demain, écoute. Je vais tout rattraper. Mais non, mais si ce qu'il a fait, je suis désolé. Il peut être Ballon d'Or. Ouais, après c'est que Ballon d'Or, il est quand même extrêmement indécis là cette année. Mais après, Kiki Ballon d'Or. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être Kiki. Meilleur buteur de la Coupe du Monde, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de Liga. Kiki Coupe du Monde. À quoi bon, Franck? À quoi bon? Pour zéro titre. Non, mais je suis d'accord. Parce que si tu veux être bête, tu dis Fabien Ruiz, tu vois. Il a gagné la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe du Monde. Exactement. Ce sera pas lui. Non, mais là, il y a balle, je pense. Il est plus fort que Pedri. Fabien Ruiz. Pedri, c'était Coupe du Monde, il est terrible pour lui. Hein. Franchement, autant on fait sa propagande, etc. Tout, mais fini sur le banc et tout. Normal, hein. Ouais, au final, ouais. Respect, hein, mais genre franchement. Il y en a qui comparaient à Iniesta il y a 2 ans. En plus, Ligue des Champions, pas mal de flops. Coupe du Monde, flop. Dommage. Vu le joueur que c'est, après, peut-être la pression qu'il assume pas, mais ouais. Écoutez les amis, je pense qu'on a fait le tour. Bon, on n'a pas parlé beaucoup de Zidane, mais je pense que de toute façon, quand il y aura ses premiers matchs, on va en reparler, faire le bilan. En tout cas, ouais, c'était Deschamps, donc assez positif quand même. On va pas se mentir, les gars. Bien sûr. Comment tu veux que ce soit négatif? Ça peut pas être négatif. Non, c'est négatif. Après, si tu compares ça à d'autres équipes, ce qu'il aurait pu faire mieux, etc. Après, bon, je pense qu'on est toujours insatisfait, mais bon, quoi qu'il arrive, je pense que c'est un bilan quand même assez positif. Pense à Roberto Martinez, qui a eu l'équipe du Portugal de cette année, une génération exceptionnelle qui n'en a rien fait, et qui a eu la Belgique 2018, qui l'a massacré. Non, mais on a de la chance d'avoir un sélectionneur quand même qui connaît le foot. Ouais. Martinez, c'est un génocidaire, Martinez, terrible ce qu'il a fait. Hein. Je crois que c'est le frère de Gianni Infantino. T'es chauve un peu maléfique comme ça. Tu veux le massacrer le foot. C'est vrai que c'est un méchant de Marvel, Infantino. C'est vrai qu'il fait un peu, Ouais, professeur Xavier. Mais là, d'ailleurs, on parle des prochaines Coupes du Monde et tout ce qu'il y aura des prochaines Coupes du Monde, là, dans 4 ans, là. Je pense qu'il va se faire virer. Mais t'as vu, Infantino, genre, il a appelé Trump pour liquider en secours. Ouais, Trump, il a pas décroché, hein. T'as respecté, il te voit comme un. Ouais, quand tu l'appelles, j'ai besoin de toi. Peut-être que la finale de la Coupe du Monde peut être au Maroc, les gars. Ça, c'est. Il l'a promis au Maroc. Mais d'accord, mais si t'as fait une Coupe du Monde au Maroc et il n'y a pas la France, il n'y a pas l'Espagne, il n'y a aucun pays en Europe. Il y aura plus Infantino, je pense, a priori. Non, ouais, je pense. J'espère. Son projet va l'abandonner, c'est sûr.
De toute façon, déjà, il passe pas, déjà. Et puis là, sa préoccupation, c'est de se faire réélire, déjà. Après, c'est qu'en plus, il a toujours les Africains et les Asiatiques pour voter pour lui, hein. Apparemment, les Asiatiques, non. Justement, c'est pour ça qu'il balise. Okay. C'est parce que les Asiatiques le suivent pas. Donc, en fait, là, c'est chaud pour lui. On espère que les Africains vont, aucune fois les Africains. Aucune. Écoutez Romain Molina, il explique très bien comment c'est un continent qui n'a fait que nous décevoir et qui, j'en suis sûr, va continuer à nous décevoir. Putain, franchement, c'est malheureux, hein. C'est malheureux, et qui vraiment, c'est vraiment la. On est maudit. Ah ouais, non, vraiment, c'est le paillasson d'Infantino. On est maudit. Tu te rappelles du podcast L'Afrique va y arriver un jour. Ah ouais. Ça fait 1 heure. On a parlé de tout et les tout. infrastructures, locomotive, tout ça. Oh putain. Ça, c'était avant la CAN, en plus. Avant la CAN. On a fait là, on peut le dire, on a fait un épisode prono CAN. Je crois que c'était genre Stéphane ou Alex qui dit moi je sens bien le Cap Vert. Bien, il y est même pas. Et nous on disait c'est vrai qu'ils sont pas mal cette année. Donc non, on n'a pas été bon, mais bon, au final, Au final, voilà. Bon, les amis, on a bien parlé. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On va revenir très très vite à vous pour de nouveaux épisodes. Un épisode sur Ronaldo est prévu. Cristiano Ronaldo. R9 aussi, on peut en parler si vous voulez, mais bon. Faut qu'il arrête. Comme R9, faut que CR7 il arrête. R9, faudrait que. C'est pas comparable. Sinon. Comme Rof, faut qu'il arrête aussi. Mais c'est pas comparable. R9, il était à 34 ans, il faisait 120 kilos, c'était un homme mort. Ouais, mais qu'il ait joué en foot loisir à la limite, ou je sais pas, mais qu'il laisse la sélection du Portugal, qu'il joue en Arabie Saoudite et qu'il laisse les gens tranquilles. Bon, c'est parti pour un moment. En tout cas, on revient vers vous très très vite pour de nouveaux épisodes. Et puis écoutez, c'était un plaisir de faire ça avec vous, les amis. À toutes. Bisous. Allez, ciao.